Oubliez le soleil de la Grèce et les pulls en laine du premier volet, car cette fois, Ryan Johnson éteint la lumière, sort les cierges et nous emmène à la messe pour une enquête qui enterre littéralement l'ambiance festive de Glass Onion. C'est sombre, c'est gothique, et c'est peut-être le pari le plus risqué de la franchise à ce jour. Alors, est-ce que ce virage radical est le coup de génie qu'on attendait pour sauver la saga ? On se pose la question. Salut à tous les cinéphiles et sérivores. Aujourd'hui on s'attaque au gros morceau de la semaine, le film que tout le monde attendait pour voir si Netflix en a encore sous le capot, Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'attendais ce film avec un mélange à la fois d'excitation et de méfiance, parce que oui, le tout premier Knives Out reste pour moi un chef-d'œuvre indétrônable, une leçon d'écriture. En revanche, j'avais été beaucoup moins convaincu par le deuxième, Glass Onion. C'était sympa, mais un peu trop flashy à mon sens, trop bruyant, et ça manquait de cette finesse qui faisait le charme de Benoît Blanc. Malgré tout, cette saga reste une valeur sûre à mes yeux, une des rares franchises originales qui sait encore proposer du cinéma de divertissement relativement intelligent. Le pitch de ce troisième volet est d'une simplicité biblique, si je puis dire. On quitte les décors de rêve pour Chimney Rock, une paroisse isolée et brumeuse perdue quelque part dans l'état de New York. Au programme, un prêtre tyrannique, une gouvernante effrayante, un meurtre en chambre close le jour du Vendredi Saint, et au milieu de tout ça, un Benoît Blanc donc qui semble pour la première fois complètement dépassé par les événements. Alors est-ce que ce retour aux sources du mystère fonctionne ? Est-ce que le casting arrive à faire oublier les stars du précédent opus ? Installez-vous confortablement, on décortique tout ça ensemble. You're the only one on stage with the Monsignor at the time of his killing. You're the only one at that church who hated his guts. The spirit really moved him today, huh? So tell me, what the hell happened? Avant de plonger dans l'analyse, il est crucial de comprendre qui est aux commandes. Ryan Johnson n'est pas un réalisateur comme les autres. Si vous regardez un peu son pédigré, de son premier film noir, Brick, qui se passait dans un lycée à la claque de science-fiction Looper, et même jusqu'à son épisode très controversé de Star Wars, ce mec a une obsession pour casser les codes. Il déteste se répéter, c'est un architecte du chaos qui aime prendre un genre très codifié pour le tordre dans tous les sens. Après le succès phénoménal du premier film, qui rendait hommage à Agatha Christie, et la satire ultra colorée sur les milliardaires de la tech dans le deuxième opus, tout le monde l'attendait au tournant. On pensait qu'il allait continuer dans la surenchère de fun, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris tout le monde à contre-pied avec un film gris, automnal, presque dépressif par moments. C'est un choix d'auteur fort. Il ne cherche pas à caresser dans le sens du poil, il cherche au contraire à raconter une nouvelle histoire avec une nouvelle identité visuelle, une thématique. Et rien que pour cette audace, pour ce refus de la facilité industrielle qu'on voit partout ailleurs sur les plateformes, le film mérite bien qu'on s'y attarde sérieusement. Everyone thinks I did it. I didn't do it. This goes way beyond normal police work. This is something even I have not experienced. A perfectly impossible crime. This case is solvable, right? I'm incapable of not solving a crime. Oh, you'll see. It's fun. La première chose qui frappe quand on lance le film, c'est l'atmosphère radicalement différente. On est censé être aux États-Unis, mais visuellement, on a plus l'impression d'être paumé au fin fond de la campagne anglaise victorienne. C'est brumeux, c'est venteux, c'est humide. Le travail de Steve Yedlin, le chef opérateur fidèle de Johnson, est absolument magnifique sur la lumière et les textures. On est très loin, je trouve, du côté plastique et numérique un peu trop propre qu'on pouvait reprocher à Glass Onion. Ici, on sent le bois des vieux bancs d'église, la pierre froide, la poussière, c'est un pur Lockroom Mystery, un mystère en chambre close qui assume son côté théâtral et oppressant. Et forcément, ça change pas mal le ton global de l'œuvre. J'ai vu passer pas mal de commentaires disant que le film manquait globalement d'humour ou qu'il était un peu trop sérieux.
Pour ma part, j'ai trouvé que cette ambiance so british fonctionnait à merveille. Oui, c'est certes moins drôle au sens éclat de rire du terme, il y a moins de vannes à la minute, moins de situations burlesques, mais l'humour, à mon sens, est toujours là. Simplement, il est un peu plus noir, un peu plus cynique. J'ai plusieurs fois souri devant l'absurdité de certaines situations un peu macabres. Ce sérieux permet surtout de créer, à mon sens, une vraie tension qui manquait cruellement au film précédent. On est immergé donc, on a froid avec eux, et l'enjeu semble plus personnel, plus intime. Ce qui porte cette ambiance, c'est évidemment le casting, qui est souvent le point fort d'ailleurs de la franchise. Et cette année, ce qu'on peut dire, c'est que le film repose clairement sur les épaules d'un duo relativement incroyable, une bataille de Josh, si on veut. D'un côté, on a Josh Brolin, il incarne le père Toby, la victime de l'histoire, mais grâce à la structure du film, on a largement le temps de profiter de sa performance. Il est exceptionnel en espèce de monseigneur dépravé, narcissique, un type détestable qui utilise la foi pour écraser les autres. Brolin a ce charisme naturel, cette gueule cassée, qui fait que même quand il joue une ordure absolue, il est plutôt magnétique. Mais la vraie révélation du film, le MVP absolu du film, c'est pour moi Josh O'Connor. Si vous l'aviez vu dans Challengers récemment, vous saviez déjà qu'il était bon. Mais là, il vole la vedette à tout le monde, y compris à Daniel Craig. Il joue le père Frank, un prêtre avec un passé de boxeur. Rien que le concept du personnage est génial. C'est un rôle très physique, très brut, et O'Connor joue tout dans la retenue, dans la posture, avec un regard tourmenté qui bouffe l'écran. Il apporte une gravité tragique au film assez inédite dans la saga. Honnêtement, rien que pour sa performance, le film vaut le coup d'œil. Je pourrais aussi vous parler de Glenn Close, impériale en gouvernante dévote qui fait froid dans le dos, mais ce serait gâcher le plaisir de la découverte. Et puis évidemment, on a aussi notre Benoît Blanc dans tout ça. C'est intéressant parce que le scénario le met volontairement un peu en retrait. Daniel Craig est toujours impeccable, mais il arrive tard dans l'histoire, presque 30 minutes après le début du film. Il a les cheveux longs, il semble plus mélancolique, un peu plus vulnérable aussi, et face à cette communauté religieuse, lui, l'homme de science et de logique, est plutôt déstabilisé. Il ne maîtrise pas tout, il subit un peu l'action par moments, et sert presque de catalyseur aux autres personnages, notamment à Josh O'Connor. Certains trouveront peut-être qu'il est un peu trop effacé, mais moi je trouve au contraire que c'est une évolution intelligente pour ne pas transformer Benoît Blanc en super-héros omniscient qui résout tout en claquant des doigts. Alors tout n'est pas parfait évidemment pour autant, et si je devais émettre quelques critiques, il y en a concernant le casting, notamment celui de Mila Kunis. Elle joue la chef de police locale et j'ai trouvé sa prestation un peu too much. Elle joue comme si elle était dans une sitcom, où l'action est générique, ce qui dénote un peu avec le sérieux et la gravité des autres acteurs. Face à un Josh O'Connor ultra intense, le contraste pique un peu. Heureusement, c'est un personnage secondaire, donc ça ne gâche pas l'expérience. Mais c'est une petite fausse note, on va dire. A l'inverse, j'avais un peu peur aussi pour Jeremy Renner, qui joue ici un rôle un peu méta, mais finalement, sa prestation ne m'a pas dérangé, c'est passé crème. Autre petit point faible à mon sens, c'est la durée du film. Le film prend son temps, c'est indéniable, mais il y a peut-être un léger ventre mou au milieu de l'intrigue où l'enquête piétine un peu. Mais l'ambiance est tellement travaillée qu'on ne s'ennuie pas vraiment. C'est vraiment une remarque très secondaire face à la qualité de l'ensemble. Makes me sick. These kids painting rocket ships all over his sacred resting place. Alors au final, qu'est-ce qu'on va retenir de ce Wake Up Dead Man ? Eh bien pour moi, c'est une franche réussite. Si je devais faire mon classement personnel de la trilogie, le premier resterait probablement mon préféré car il y avait l'effet de surprise et une perfection scénaristique inégalée. En revanche, j'ai très largement préféré ce troisième opus à Glass Onion. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a plus d'âme, il est plus cohérent, visuellement c'est sublime et il ose aller sur un terrain plus sombre sans perdre son côté ludique. J'ai aimé que le film prenne le temps de poser son atmosphère presque anglaise, j'ai aimé ce cast qui fonctionne à merveille et j'ai aimé aussi voir la franchise se renouveler.
Rian Johnson prouve qu'il est possible de faire des suites sans servir la même soupe 3 fois de suite. Aucun des 3 films n'est pareil et c'est vraiment appréciable à une époque où tout se ressemble. C'est un film qui se savoure, porté par un duo Brolin-O'Connor au sommet et qui prouve que Benoît Blanc a encore de très beaux jours devant lui sur nos écrans. Voilà pour mon avis détaillé sur ce Wake Up Dead Man. Et vous alors ? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous validez ce changement de ton plus sérieux ou est-ce que vous préfériez le délire coloré de Glass Onion? Dites-moi tout en commentaire, quel est votre classement des 3 films par exemple? Je suis curieux de voir si on est d'accord. Le débat en tout cas devrait faire rage. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette critique, le petit pouce bleu. Prenez le temps aussi de vous abonner, ça aide énormément au référencement. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, méfiez-vous des prêtres boxeurs et gardez l'œil ouvert. Ciao!